Bonjour, je m'appelle Muriel Gély, je suis assistante sociale dans un établissement hospitalier en cancérologie depuis environ 4 ans. Et bonjour, je suis le docteur Gerdou Estelle, je suis psycho-oncologue, je travaille à l'Institut du cancer de Montpellier depuis un peu plus d'années. Et aujourd'hui, on va vous parler des démarches administratives qui peuvent être utiles pour mieux vivre pendant votre cancer et après votre cancer. Pour vous aider dans vos démarches et pour faire un bilan de votre situation, sachez qu'au sein de tous les services, enfin tous les établissements hospitaliers, il y a un service social voilà, que vous pouvez solliciter et qui pourra vous accompagner et faire avec vous en fait un bilan complet de votre situation sous différents aspects. Aspect familial, aspect financier, administratif. Voilà, discuter un peu de tout ça et voir après en fait si certaines démarches peuvent être réalisées par le service social hospitalier ou s'il y a un besoin de vous réorienter vers d'autres structures ou d'autres administrations compétentes. Ces bilans-là, ils peuvent être réalisés à tout moment de la maladie. Ce n'est pas parce que vous en avez réalisé un à un moment donné que vous ne pouvez pas en refaire d'autres après. Ça vous concerne vous, mais ça peut aussi concerner votre proche, vos proches, puis ça concerne aussi les professionnels de santé. Donc tout le monde peut avoir recours au service d'une assistante sociale ou du service social. Alors le moment de l'annonce, c'est souvent un séisme émotionnel, c'est un moment où les projets de vie sont souvent bousculés et les projets professionnels également. Donc il y a quand même tout un temps d'accusé-réception. Et durant ce temps d'accusé-réception, peut-être que le travail en tant que tel, il ne va pas être en première ligne, il va peut-être être en arrière-plan pour laisser le temps de la digestion. Sachez aussi que vous avez la possibilité d'être en arrêt de travail, mais ce n'est pas non plus une obligation. Si vous avez envie de continuer à travailler ou voilà, que vous pouvez réadapter votre poste, etc., c'est possible. En aucun cas, vous êtes obligé d'arrêter de travailler à cause de la maladie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'arrêter de travailler et en même temps, c'est une temporalité qui peut être importante parce que les traitements vont mobiliser des ressources et que ces ressources-là, c'est peut-être le moment de les mettre à l'œuvre pour tout gérer et que du travail, il y en a souvent pendant toute une vie. En tout cas, il y en aura après. La temporalité des traitements médicaux, ce n'est pas forcément la même temporalité que celle des temps de travail et ce n'est pas forcément la même que celle de l'évolution psycho-oncologique. Ça peut vraiment différer. Moi, sur le côté arrêt de travail un peu plus administratif, déjà pour commencer, je voudrais vous dire que vous n'avez pas en fait à donner votre diagnostic à votre employeur. Voilà, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais vous n'avez en aucun cas l'obligation de révéler votre pathologie et il n'a pas non plus à vous demander la raison de votre arrêt de travail. Ensuite, si vous voulez être en arrêt de travail, le premier arrêt de travail initial, il est à réaliser par votre médecin traitant. C'est lui qui va faire cette démarche. Et attention, l'arrêt de travail, il est en fait du lundi au dimanche. Même si votre temps de travail, il est du lundi au vendredi, il faut que l'arrêt de travail couvre tous les jours de la semaine. Il faut aussi faire attention à ce que lorsqu'il y a un renouvellement d'arrêt de travail, qu'il n'y ait pas de superposition de 2 arrêts. C'est-à-dire que si votre précédent arrêt maladie se termine le 15 juin, le prochain, le renouvellement, doit reprendre au 16 juin. Le moment de la reprise, il est vraiment à co-construire et à réfléchir. Il n'est pas forcément du jour au lendemain, il peut se faire sur un temps progressif. Souvent, on préconise ce qu'on appelle le mi-temps thérapeutique pour une reprise un peu plus en douceur. Vous allez vous poser les questions sur quelles conséquences a eu mon cancer et ou mes traitements du cancer sur mes capacités à tenir, par exemple sur la fatigue, la fatigabilité. Est-ce que je peux organiser, réaménager mes horaires, mon rythme, les tâches? Peut-être qu'il y a certaines tâches qui ne sont pas prioritaires et qui peuvent être par exemple dispatchées au sein de vos collègues pour être davantage mobilisés sur des choses que vous pouvez faire et que vous aurez envie de faire. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute avec votre médecin généraliste, avec la médecine du travail, avec la médecine de la sécurité sociale, avec votre psycho-oncologue, avec votre assistante. Vous n'êtes pas seul dans ces réflexions-là. Et puis, il y aura aussi potentiellement l'impact au niveau psychologique, c'est-à-dire que peut-être vous n'aurez plus envie de faire exactement votre travail, peut-être qu'il y a certaines choses que vous aviez envie de faire et que vous n'osiez pas faire, et que la maladie va vous catalyser, elle va favoriser vos décisions.
Autrement dit, parfois la maladie fait bouger un petit peu les lignes et c'est l'occasion, là aussi peut-être, de se poser. Vous n'êtes pas seul, il y a des associations, par exemple le jour d'après, il y a des dispositifs, la Ligue offre des accompagnements également, il y a votre psycho-oncologue, il y a votre assistante sociale qui peut vous accompagner pour réadapter ce projet de vie en fonction de la manière dont vos lignes ont bougé, vos envies, vos besoins. C'est peut-être pas toujours les mêmes choses, certaines valeurs vont venir prendre le pas alors qu'elles ne l'étaient pas avant la maladie. Alors pour le remboursement des frais de santé et des soins, la première chose à faire quand on a un diagnostic de cancer qui est posé, c'est d'aller voir son médecin traitant pour faire une demande d'ALD, donc d'affection de longue durée, parce que le cancer il fait partie du coup de la liste des ALD posée par la sécurité sociale. Et le fait en fait que votre maladie soit reconnue en ALD vous permet d'avoir une prise en charge des soins à 100% sans avance de frais. Ce qu'il faut faire par contre, attention, même avec ce 100%, c'est qu'il y a certaines choses, quand vous êtes hospitalisé à temps complet, c'est-à-dire quand vous dormez sur votre service hospitalier, il y a ce qu'on appelle le forfait journalier. Et le forfait journalier, pour résumer, c'est un peu les frais d'hôtellerie, c'est environ 25 € par jour. Et il n'y a que votre mutuelle qui peut le prendre en charge. Donc même si vous avez un 100%, vérifiez bien que vous avez une mutuelle ou une part complémentaire par la sécurité sociale. Et aussi de vérifier le prix de la chambre particulière, par exemple. Ça aussi, ça peut être quelque chose que vous allez devoir débourser à la fin de votre séjour. Et j'en profite pour attirer votre attention sur les bons de transport. Ils ne sont pas systématiques. Donc, il y a certaines consultations, par exemple les consultations soins de support, les consultations assistantes sociales, les consultations psychologues, ou de manière générale, qui ne sont pas intégrées dans le remboursement et dans les bons de transport. Donc juste soyez vigilants, soit à coller ce type de consultation à une consultation médicale, soit à faire une demande d'entente préalable. C'est notamment le cas si la distance entre votre domicile et l'établissement de soins dépasse un certain kilométrage. Pour la demande d'entente préalable, c'est pareil, un document à faire compléter par soit votre médecin traitant, soit votre oncologue ou radiothérapeute référent sur votre établissement de soins, que ensuite vous devrez envoyer à la sécurité sociale. Elle validera ou non en fait la possibilité d'avoir une prise en charge des frais de VSL ou d'ambulance. Et si du coup pas d'accord, voilà, possibilité pour vous de venir par vos propres moyens sur l'établissement de soins. Peut-être vous vous questionnez aussi sur le retour à domicile, sur la nécessité ou le besoin d'avoir de l'aide à domicile. Après une hospitalisation, sachant qu'il y a plusieurs types d'hospitalisation. Il y a celle qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire que vous arrivez le matin dans l'institut de soins et vous repartez le soir. Et puis, il y a des séjours un peu plus longs qui sont de plusieurs jours avec des nuits comprises. Selon que vous soyez en ambulatoire ou en séjour, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes besoins à votre retour à la maison, au domicile. Ça, pour organiser un petit peu un retour à domicile, c'est un travail de co-construction en fait, qui doit être fait à la fois avec du coup vous-même, l'équipe médicale et une assistante sociale, voilà, qui peut être là pour un petit peu définir avec vous qu'est-ce qui vous aiderait pour votre retour à domicile. Il faut définir qu'est-ce qui est difficile actuellement, quelle tâche va vous peser, qu'est-ce que vous vous sentez plus en capacité de faire. Voilà, c'est un petit peu une discussion et ensuite c'est l'assistante sociale qui pourra discuter et voir ce qu'elle peut faire avec vous face à ces difficultés. Il peut y avoir des séjours ou des hospitalisations durant lesquelles vous avez certains besoins et puis d'autres séjours et d'autres hospitalisations avec d'autres besoins. Donc n'hésitez pas à réévaluer ça dans le temps. Chaque séjour peut être différent. Ensuite, quand on parle d'aide à domicile, il peut y en avoir deux types. C'est important de les différencier. Vous avez à la fois une aide ménagère, donc qui va s'occuper de votre domicile, du ménage, de l'entretien du linge et des courses, et une auxiliaire de vie en fait qui est là pour vous aider, vous, à réaliser les tâches qui sont inhérentes à votre propre vie, c'est-à-dire vous déplacer, vous habiller, vous laver, vous aider à manger par exemple. Donc voilà, c'est ces deux types de personnes que vous pouvez du coup solliciter.
Et ensuite, il existe en fait une multitude de dispositifs en France qui dépendent de beaucoup de choses, à la fois de votre âge, de votre statut, êtes-vous retraité, êtes-vous salarié, est-ce que vous avez une perte d'autonomie ou pas, etc. Donc ça, il n'y a que l'assistante sociale de l'établissement qui pourra évaluer avec vous et vous orienter vers le dispositif le plus adapté et voir si en fait vous pouvez en relever, parce que là aussi ça relève de critères de ressources, etc. Et parfois selon les départements, les critères ne sont pas les mêmes non plus. Moi, j'attire votre attention sur l'importance de réfléchir potentiellement aux aides à domicile, parce que souvent, on voit des proches, alors ça peut être des maris, des épouses, des enfants qui veulent aider, et on comprend parfaitement. Mais l'intérêt de prendre des aides à domicile, c'est que ça laisse les proches dans leur rôle à eux, et que finalement, le temps qui leur sera alloué, c'est du temps que vous pourrez passer avec eux et qui les maintiennent dans un rôle et peut-être une harmonie qui vous sera bénéfique. Enfin, il y a souvent des questions relatives à ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans quel cas est-ce qu'il s'applique? Donc, le droit à l'oubli, c'est l'absence d'obligation de déclarer à l'assureur une pathologie. Et en l'occurrence, c'est la non-déclaration de votre cancer survenu antérieurement à la demande d'emprunt, quand vous voulez solliciter auprès de banques ou d'établissements financiers d'assureurs. Si vous avez eu un cancer et que le protocole thérapeutique est fini depuis 5 ans, et ce, quelle que soit la localisation, que ce soit bronchique ou pas. Alors, c'est vrai que la loi 2016 a évolué en février 2022, donc c'est assez récent. Elle est rentrée en vigueur en juin 2022. Et parce qu'avant, le délai était de 10 ans, maintenant il a été réduit à 5 ans. Et puis, la localisation du cancer, maintenant, peut toucher toutes les parties du corps, ce qui n'était pas le cas auparavant. Concrètement, ça veut dire quoi? 5 ans sans traitement thérapeutique actif, ça veut dire que pendant 5 ans, vous ne devez pas avoir eu de chirurgie ou de radiothérapie ou de chimiothérapie. Ensuite, cette loi, elle a aussi posé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'elle supprime en fait le questionnaire médical pour les demandes de prêts immobiliers inférieurs à 200 000 € pour une personne et inférieurs à 400 000 € pour 2 personnes. Il faut juste que le terme du crédit, du coup, il puisse être terminé avant les 60 ans de l'emprunteur. Ce droit à l'oubli, c'est vous qui décidez. Il y a des personnes pour qui ça fait sens et c'est important, et puis il y a d'autres personnes pour lesquelles, au contraire, ça ne fait pas sens et c'est important aussi. Donc c'est vous qui gardez cette liberté-là, ce choix-là, comme on disait, de déclarer à son employeur, de donner le diagnostic, de prendre son arrêt maladie. Vous avez le choix, c'est vous qui décidez. Merci beaucoup. Merci.